Alors, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Nous allons poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 52, loi concernant les soins de fin de vie. Alors, je souhaite la bienvenue aux coalitions des médecins pour la justice sociale. Bienvenue. Vous avez 15 minutes pour faire votre présentation. Suivez un échange avec les membres de la commission. Avant de commencer, donnez-nous vos noms, vos titres. Et le micro, c'est à vous pour 15 minutes. D'accord. Okay. Moi, je suis Dr. Paul Sabat. Je suis coprésident de la Coalition des médecins pour la justice sociale. C'est un organisme qui existe au Québec à but non lucratif depuis 1998. Et nous revendiquons l'amélioration de notre système de santé dans une perspective de justice sociale, équité, et surtout avec l'idée et l'optique de protéger les plus vulnérables de notre société. Pour nous, la loi 52, la loi 52 qui est proposée, pour nous, ce n'est pas acceptable. Et je vais soulever d'une forme de question importante pourquoi ce n'est pas acceptable. Je vais te parler d'abord de si l'euthanasie a une place dans la pratique médicale moderne. Ici, c'est notre mémoire et dans la mémoire, on soulève ces questions. Depuis 2500 ans, les médecins mondiaux ont exercé leur profession selon le serment d'Hippocrate, qui vise à éviter de provoquer la mort intentionnelle chez les personnes. L'objectif de la médecine, c'est de protéger les patients, de les soigner, de guérir des fois, soulager toujours. Et notre position, on est encore avec la position de l'Association médicale mondiale qui représente 9 millions de médecins à travers le monde. Même dans votre poche de presse, nous avons une lettre ce matin à 2h27 par le secrétaire général de l'Association médicale mondiale. Et je vais lire en anglais, il nous a écrit en anglais, 2h29. Thank you very much for your message. I can confirm to you that the World Medical Association stays firmly to its policy rejecting euthanasia and physician-assisted suicide. Ici. Selon l'Association médicale mondiale, l'euthanasie, c'est-à-dire le fait de mettre fin à la vie d'une patiente par un acte délibéré, même à sa demande ou à celle de ses proches, est contraire à l'éthique. Cela n'empêche pas le médecin de respecter la volonté du patient de laisser le processus naturel de la mort suivre son cours dans la phase terminale de la maladie. Je veux aussi vous rappeler que l'Association médicale canadienne, qui est membre de cet organisme, qui représente 77 membres à travers le Canada, s'oppose aussi à l'euthanasie et encourage le support aux soins palliatifs. Le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège des médecins du Québec affirment le droit fondamental de tous les citoyens à l'accès aux soins palliatifs par l'opposition à l'euthanasie. Souvent, c'est soulevé que les pays qui sont bien développés socialement, on est dans un pays moderne, et que si nous sommes modernes et sophistiqués, on doit regarder le droit à l'euthanasie comme un droit pour respecter l'autodétermination d'une personne.
J'aimerais vous rappeler que parmi les 176 pays du monde, au monde, seulement 4 entre eux autorisent l'euthanasie ou assistance suicide mondialement. Donc, si le Québec décide de ne pas suivre les 4 pays pour l'assistance médicale à mourir ou l'euthanasie, ça ne dit pas qu'on est si on décide de ne pas suivre ces pays, ça ne dit pas qu'on n'est pas moderne, ni sophistiqué, ni socialement évolué. La 4e question qui est dans le mémoire, j'ai posé la question. Les soins palliatifs représentent-ils une alternative à l'euthanasie? Pour nous, la réponse est oui, absolument oui. Les études et la pratique de la médecine moderne démontrent que les soins palliatifs sont efficaces pour soulager des patients qui sont souffrants, qui en sont en fin de vie. Malheureusement, et ça c'est très important, actuellement au Québec, seulement 20% des patients qui ont besoin des soins palliatifs ont accès aux soins palliatifs. Et je vous rappelle, c'est dans le rapport Maynard. Ils ont mis ça dans son rapport. La majorité des patients qui sont face à des maladies graves, des maladies chroniques, des maladies sévères, ces patients-là s'inquiètent parce que la grande majorité des patients n'ont pas accès aux soins palliatifs au Québec. Je veux poser une autre question. Les patients, parce que dans la loi, il parle il dit que des patients en phase terminale. Le problème, c'est quoi phase terminale? Est-ce que c'est 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois? Juste pour expliquer que les modèles médicaux qui essaient de déterminer avec précision combien de temps reste une personne très malade sont souvent imprécis et incapables d'assurer un pronostic raisonnablement fiable. Et dans le rapport, je cite quelques études. Je donne l'exemple des patients atteints des maladies chroniques sévères et la prévisibilité d'obtenir une réponse, c'est 50, pour les prochains 6 mois de survie, c'est 50%. Ça équivaut à une pièce de monnaie pour le jeu de pile au face. Pose des questions. Est-ce que les balises qui existent dans le monde offrent, et dans la loi, offrent une protection complète? La réponse, c'est non. Toutes les études mondialement démontrent, ou en Belgique, ou aux Pays-Bas, que les balises ne fonctionnent pas. Il y avait beaucoup d'études, ils sont cités je donne l'exemple, par exemple, qu'en Belgique, selon études, 32% des patients qui étaient euthanasiés n'ont pas donné un consentement éclairé. En Belgique et aux Pays-Bas, jusqu'à 50% des patients, les décès par l'euthanasie n'étaient pas rapportés. Je me demandais à l'histoire quand je parle de dérapage, je veux donner qu'il y a plusieurs cas, si on ne parle pas juste en chiffres, des études, il y a des vrais cas. Dr. Tom Mortier, qui nous a visités il y a quelques semaines, a reporté son histoire du décès de sa mère par euthanasie à l'âge de 64 ans. Elle souffrait d'une dépression chronique. Elle est allée dans un hôpital, il va vous raconter l'histoire. Elle n'avait pas une maladie comme du cancer, mais c'était, selon un de ses médecins, c'était grave et incurable.
et souffrait des problèmes chystiques. Et il était avisé le lendemain. Est-ce que je peux avoir l'autorité? Et ça, c'est les dernières choses que je veux dire avant que je vais céder la parole. Et on commence à 1 minute 50. C'est ici. C'est Dr. Tom Mortier. Ma mère a été euthanasiée par un médecin sans le dire à la famille. Et moi j'ai dit, où est la responsabilité du médecin pour ma famille et mes enfants qui n'ont plus de grand-mère le reste de leur vie? Notre liberté a-t-elle certaines limites en raison des responsabilités envers les autres? L'euthanasie est un soulagement ultime de la souffrance? Où est le soulagement? Je veux le savoir. Où est le soulagement? Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux savoir. Il y a un soulagement pour les parents qui perdent leurs enfants? Est-ce qu'il y a un soulagement pour les enfants qui perdent leurs parents? Pour les parents qui perdent leurs enfants ou pour les enfants qui perdent leurs parents? Je me souviens, le 20 avril, ça c'est le jour quand ma femme, elle m'a raconté que ma mère, elle était morte. Et vous vous en souviendrez toujours. Où est le soulagement? La personne revient-elle de la mort pour dire l'euthanasie a été un soulagement? Je ne connais personne. L'euthanasie n'est pas la solution d'une souffrance. Pourquoi la loi d'euthanasie est-elle promue? Les médecins ont euthanasié leurs patients dans le passé et ont eu pour d'être poursuivis. Ainsi, en ayant cette loi et en forçant les patients de remplir les documents pour se conformer à la loi, les médecins sont protégés contre des poursuites. Y a-t-il un danger pour permettre aux médecins d'euthanasier des patients? Les médecins devraient traiter les malades et non tuer leurs patients. Pourquoi certaines personnes qui sont dans le même état veulent vivre et d'autres veulent mourir? Nous sommes tous en récupération. Moi, je pense que nous sommes tous en récupération. Et à un certain moment dans nos vies, nous nous demandons pourquoi vivons-nous? Quelle est la façon dont les patients sont euthanasiés en Belgique? Vous allez à l'hôpital le matin. Vous allez dans une salle propre. Le médecin vous injecte avec une dose létale dans le courant de la journée. Votre corps est transféré à la morgue. Okay, merci. Maintenant, je vais céder la parole à Maître Dominique Tallarico, qui agit comme conseiller juridique pour la coalition. Et il va expliquer les failles dans la loi. Merci, Dr. Sabat. Bonjour. 2 minutes. Merci. Le projet de loi comporte des failles importantes qui, à notre avis, sont fatales. Notre société, comme vous savez tous, est fondée sur la primauté du droit et des droits fondamentaux. Je commence l'analyse rapidement avec l'article 7 de la Charte canadienne qui prévoit que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Et j'ajoute que selon la jurisprudence, les principes de justice fondamentale comportent des garanties procédurales et une protection contre des décisions arbitraires ou des normes imprécises. Et c'est de ça que je veux vous parler. Si on adopte des normes imprécises qui peuvent faciliter le décès, on aura permis plus facilement l'assistance à la mort. Le premier point à soulever, c'est que le consentement de la personne qui demande l'aide à mourir doit être donné de façon libre et éclairée, persistant et réitérée sur une période minimale. Alors,
La question qui se pose, c'est de savoir si le consentement est libre et éclairé si les soins appropriés ne sont pas accordés de façon suffisante. Par exemple, quand on a une carence de fourniture de soins palliatifs ici au Québec, en raison de coupures budgétaires. Encore une fois, posons-nous la question de savoir si le consentement est libre et éclairé si le patient est en état de souffrance, déprimé, abandonné par les membres de sa famille, craint pour sa vie, en désespoir ou peut-être même simplement incrédule. La vérification... s'il vous plaît. Pardon? En conclusion, s'il vous plaît. Lisez mon mémoire. Merci beaucoup. Alors, Je comprends, il n'y a pas de problème. merci. Vous Merci. comprenez, on a un schedule pour finir ce soir à 9h30 ce soir. Alors, maintenant, pour le bloc du gouvernement, Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, vous allez excuser ma voix. Je suis pas très malade. Je sonne très malade, mais je ne suis pas très malade. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans la salle. Si jamais j'ai un problème, c'est juste un problème de voix. Alors, Dr Sabat, Maître Talarico, Madame D'Amico et Madame Baudin, bienvenue. On est très heureux de vous entendre. C'est pas pour rien qu'on vous a invité. On vous a entendu sur plusieurs tribunes. On s'est même succédé à quelques tribunes lors du dépôt du rapport de la commission. Et ici, on est là pour entendre tous les points de vue, pour faire le débat le plus ouvert possible. Évidemment, vous allez comprendre que si j'ai déposé ce projet de loi-là, c'est parce que j'y crois, c'est parce qu'on y croit comme gouvernement, parce qu'on croit que c'est une réponse à la souffrance humaine dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Si on parle spécifiquement de l'aide médicale à mourir, mais surtout, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et consacrer les soins palliatifs et faire tout ça dans un ensemble intégré. Et l'étape ultime de la vie, qui est la fin de vie, pour nous, c'est une étape assez significative pour lui consacrer un projet de loi propre pour que les gens puissent avoir tout l'accompagnement requis en fin de vie. Et quand vous dites qu'on coupe dans les soins palliatifs, je vous dirais avec égard que, au contraire, on investit en ce moment en soins palliatifs. Il y a des grands développements en soins palliatifs, c'est une priorité. L'accessibilité s'améliore constamment et c'est une priorité d'action pour nous. Vu que vous avez été coupé dans votre élan, Maître, je reviendrai sur la question du consentement libre et éclairé parce que je pense que c'est très important, c'est une balise fondamentale. Je voudrais que la balise, par exemple, la plus fondamentale, c'est la volonté de vivre. Les gens, ils veulent vivre. Les gens, ils ont une soif de vivre. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des balises parce que la majorité des gens, la très, très, très vaste majorité des gens ne demanderont jamais l'aide médicale à mourir. Ils vont demander d'être accompagnés, ils vont demander des soins, et ils vont vouloir vivre jusqu'à la dernière seconde. Et pour moi, c'est ça la plus grande balise. Mais puisque, quand on est face à des gens qui n'en peuvent plus de vivre parce qu'ils ont des souffrances et qu'on doit s'assurer de protéger les personnes vulnérables, on doit mettre de l'avant des balises. Et la plus importante, celle de départ, c'est le consentement libre et éclairé. Et puis vous dites comment on fait pour y arriver. Mais moi, je vous demanderais comment on fait déjà pour y arriver dans la vie de tous les jours. Il y a des arrêts de traitement à chaque jour. Il y a des gens qu'on débranche de respirateurs. Il y a des gens de 40, 50 ans qui pourraient avoir de l'espoir, qui décident de ne pas suivre une deuxième, une troisième chimiothérapie. Là, je suis consciente que vous allez m'expliquer que, selon vous, c'est pas la même chose, arrêter un traitement pour l'aide médicale à mourir. Je vous suis là-dessus dans vos distinctions d'intention, mais moi, je parle quand vous me dites le consentement libre et éclairé, comment on va y arriver? Pourquoi, dans l'état actuel des choses, pour un arrêt de traitement, un refus de traitement, il n'y aurait pas de problème, mais que là, soudainement, avec l'aide médicale à mourir, là, il y aurait une tonne de problèmes, puis que le médecin ne s'acquitterait plus correctement de son rôle de valider ça. Je peux répondre? Dr. Sabat. Oui, yeah. Première chose, quand on arrête, cesse ou réduit les traitements, on peut toujours recommencer, augmenter. C'est sûr que ça a causé une mort, mais c'est non intentionnellement. Mais il y a quand même une chance, parce que des patients, des fois, ils sont fatigués avec le traitement du chimio. Après
1 ou 2 traitements, il va dire « j'en ai assez ». Mais après 1 ou 2 mois, il se sent mieux, il peut recommencer. Ça, c'est un exemple. Parce qu'on n'a pas une deuxième chance dès que la mort est provoquée intentionnellement. Ça, c'est une très, très grande différence. On travaille toujours pour essayer de comprendre ce que la patient souhaite. Quand la patient est déprimée, on essaie de trouver des suivis psychologiques dans un hôpital. Malheureusement, à l'extérieur de l'hôpital, il n'y a pas des services. Les gens doivent payer par le visa, s'ils ont un visa. La grande majorité des gens en besoin ne reçoivent pas des suivis psychologiques. Nous, des médecins de famille, on fournit ça. On est formés, on fait de notre mieux, mais on n'est pas des grands experts. Quand quelqu'un est malade, il a une discrimination. D'abord, il est malade, il a moins de force, il est fatigué souvent et financièrement, il y a des problèmes de finances et souvent des gens sont tentés. Souvent des patients me disent « Docteur, je veux mourir ». Je dis « Heureusement, on n'a pas une loi de euthanasie et on va faire tout pour soulager vos souffrances. On va trouver j'essaie toujours de donner un peu d'espoir, toujours un peu d'espoir. Souvent, ce qui manque, c'est de l'espoir, un sens de l'abandon. Et peut-être Hélène Baudin peut parler un peu de ce sens, pour comment l'idée de l'accompagnement, parce que vous avez parlé de l'accompagnement, c'est très, très important. Est-ce que je peux céder la parole? Madame Baudin. Oui, d'accord. J'ai une histoire familiale qui est très touchante. À cet effet, moi-même, personnellement, à 29 ans, j'ai eu une coartation de l'aorte du cœur et j'étais pour l'euthanasie tellement que la souffrance était grande. Mais au fil du temps, j'ai compris que cette souffrance-là, et puis dans le développement de la personne et du cheminement personnel qu'on peut y avoir, on apprend plus à vivre et à accepter et à aider les autres. Donc, moi, personnellement, présentement, je suis aussi une préposée et j'aide beaucoup mes parents dans leur cheminement. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je suis debout depuis très longtemps, là. Bref, maman, présentement, elle a aidé mon père dans son cheminement jusqu'à 90 ans. Monsieur voulait mourir à la maison, mais la santé de ma mère ne pouvait pas l'accompagner jusque-là parce qu'elle-même, elle agissait comme préposée à 86 ans. Monsieur refusait l'aide du CLSC parce qu'il voulait être entouré seulement de sa famille. Et malheureusement, une journée, il se retrouvait à l'hôpital et son cœur a flanché. On lui a mis un pacemaker. Ils nous ont consultés, ma mère et moi, mais on leur a expliqué qu'ils n'avaient pas de qualité de vie, mais mon père tenait à vivre. Donc, on a accepté sa proposition et monsieur a vécu jusqu'à 3 ans plus tard, qu'il s'est retrouvé à l'hôpital dans les faiblesses et le médecin qui nous accompagnait là-dedans et moi, et ma mère et les autres enfants, nous sommes allés le voir et nous lui avons expliqué qu'il fallait que maintenant il se prépare pour son autre vie. Et depuis ce jour que nous y avons dit, en 1 mois, il nous avait quittés. Donc, il y avait comme un épanouissement de lui et une acceptation de sa situation. Ce que je pense, puis maintenant, je fais la même chose avec ma mère et ça m'aide beaucoup moi aussi. Présentement, bien, j'ai eu une autre intervention chirurgicale au niveau du cœur. C'était une malformation de naissance que j'avais. Donc, on m'a réparé ma valve en février dernier. Et depuis février, j'ai pas eu vraiment de temps de me remettre, mais toutefois, la vie est tellement gratifiante et nous aide tellement à cheminer que j'ai compris que l'euthanasie, c'est pas la solution. Je pense qu'il faut l'aider, nos gens, dans le cheminement des soins palliatifs pour qu'on puisse les aider à comprendre leur cheminement personnel. Et c'est ce que je fais avec maman. Et puis, ça fait simplement 2 mois et je peux vous dire qu'elle est heureuse maintenant. Elle accepte son cheminement. Mais c'est vrai que pour nous, c'est pas facile. Mais de la voir heureuse et d'accepter cette situation, sans savoir exactement combien, mais nous connaissons nos parents, nous savons que c'est sûr que ça ne sera pas 6 mois, que ça va être plus vite que ça, parce que l'acceptation nous aide à notre épanouissement de la conscience personnelle. Et voilà, c'est ce que j'avais à témoigner. J'ai eu beaucoup d'émotions, voilà. Madame la ministre. Merci de votre témoignage. C'est effectivement très émouvant.
Puis vous savez, pendant l'année et demie qu'on a fait des consultations, on en a eu des témoignages bouleversants de fin de vie extraordinaires qui ont été des moments, je pense, de rapprochement très important des personnes. Et je crois profondément que ça peut arriver et que souvent ça arrive effectivement. Mais la grande question, c'est pour les gens qui sont dans de tels états de souffrance et de douleur, et je tiens à le dire, qui sont en fin de vie. C'est sûr que quand vous aviez 29 ans puis vous aviez un problème, vous étiez très souffrante, visiblement vous n'étiez pas en fin de vie parce que vous êtes encore avec nous aujourd'hui. Heureusement. Mais on ne sait jamais, parce que si j'aurais été atteinte psychologiquement, il y aurait peut-être eu une décadence, mais en tout cas, il n'y en a pas eu, heureusement, et j'en souhaitais pas non plus. Moi, j'ai confiance dans les médecins. J'ai très confiance dans les médecins. Des fois, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs médecins qui viennent voir qui n'ont pas confiance dans les médecins. Ça, il va falloir m'expliquer ça. Mais, si je peux juste mettre, vous reviendrez. Mais, donc, je pense que les médecins sont quand même là pour voir si la personne est en fin de vie, maladie grave incurable, déclin, bon, tout ça. Mais je vous suis complètement. Il y a des histoires extraordinaires. Mais le fait est qu'il y a des gens dont la fin de vie, puis on a eu aussi des témoignages à cet effet-là, est complètement gâchée. Et il y a de leurs proches qui ont de la difficulté après à vivre leur deuil parce que dans les derniers jours de vie de leur mère, de leur sœur, tout ce que la personne demandait, elle était aux soins palliatifs, elle était quand même bien entourée, c'était de mourir. Et ces personnes-là sont venues nous dire, moi, je n'ai pas pu aider ma mère à arrêter ses souffrances en fin de vie. La médecine est là pour les soulager. Ma mère, présentement, les médecins sont là, ils vont la voir, ils lui demandent est-ce que vous souffrez? Si oui, ils lui donnent une médication appropriée. Il y a 2 semaines, la médication était tellement forte qu'elle était dans la vallée de la mort. Regarde, c'était ça. Là, je suis allée voir les médecins, puis je leur ai dit, attendez, wow, doucement, parce que je veux dire, elle n'a pas fini de se préparer. Donc, ils ont arrêté tout, ça a bien été, puis là, elle l'accepte. Là, elle me dit, j'en ai-tu pour 1 mois? Ben, je sais pas, maman, peut-être 2. Elle dit, peut-être 3. J'ai dit, ben oui. Mais tout ça pour dire que la médication, elle doit être suivie aussi. Puis ça va les aider. Je sais pas si j'arrive à faire comprendre le point de vue. Okay, Dr. Martin, des expériences en Belgique, on utilise Belgique parce que c'est souvent soulevé comme un pays qui a déjà 10 ans d'expérience, un pays assez développé. C'est le siège social pour l'European Union. C'est des gens qui sont éduqués, une bonne économie, médicalement très sophistiqués. Mais 10 ans après, on voit une augmentation en flèche de 235 euthanasie en 2003. Maintenant, c'est l'année dernière 1450. Et maintenant, le droit est en train d'être élargi. Juste récemment, il y avait des patients qui étaient euthanasiés à cause d'épuisement, fatigue de la vie, dépression. Mais dans la loi actuelle, ils ont commencé comme nous, avec toutes sortes, parce que des gens utilisent, je souffre psychologiquement incurable. Donc, devient un bar ouvert. Et on ne peut pas oublier des expériences des autres pays. Ils ont 10 ans d'expérience. On ne doit jamais... En conclusion, s'il vous plaît. Merci. Alors maintenant, pour l'opposition officielle, votre premier bloc de temps, Mme la députée de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être avec nous et de venir partager votre point de vue sur cet important projet de loi. Ma première question, je crois, j'aimerais permettre à Maître Talarico de poursuivre parce que Maître Talarico a soulevé d'emblée que, à son avis et selon l'avis de votre regroupement, il y avait des failles importantes à l'intérieur du projet de loi. On a entendu depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, certaines recommandations, certaines interprétations, et donc j'aimerais vous permettre de poursuivre votre analyse et de la partager avec nous. Merci, je vais le faire très rapidement. Maître Talarico. Merci. Je vais me concentrer simplement sur la question du consentement. La méthode de vérification du consentement libre et éclairé consiste à obliger ou faire en sorte que le médecin qui explique les thérapies possibles, etc., s'assure que le consentement a été donné librement et de façon éclairée.
S'il conclut que oui, il fait valider ses observations, on remet le dossier à un médecin qui est indépendant et qui ne fait que valider le dossier. Et c'est ce même médecin-là qui doit, s'il conclut que le patient peut recevoir le traitement, qui doit administrer le traitement. En partant, il y a un problème. Deuxièmement, les balises pour expliquer ou pour découvrir si le consentement est fait de façon libre et éclairée sont minimalistiques dans la loi. Le médecin est un spécialiste de la médecine. Il peut être spécialiste de choses qui ont trait à l'aspect psychologique. Il n'est pas nécessairement un spécialiste des définitions puis des tenants et aboutissants d'une définition. On va dire libre et éclairé, c'est facile à déterminer, mais quand il s'agit d'un patient qui est, par exemple, dans une situation de désespoir, c'est pas si clair que ça. Alors, si l'objectif de la loi, c'est, comme disait Mme Yvon, de permettre à ces cas exceptionnels, le très peu de cas, de pouvoir se prévaloir d'un soulagement définitif à un problème qui n'a pas d'autre issue qu'un soulagement définitif, je veux bien, mais mettons des balises pour déterminer, pour que le consentement soit défini clairement et que son processus de vérification soit fait d'une façon pas mal plus sérieuse qu'avec le médecin qui doit administrer le traitement s'il estime que le patient se qualifie pour le traitement en vertu de 26 et 28. C'est ce que j'avais à dire sur la question du consentement. Madame le député de Gatineau. Lorsque vous parlez de la mise en place d'un processus de vérification qui serait sérieux, un processus, est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait constituer un processus de vérification qui pourrait correspondre aux normes que vous avez établies? Et je pense que ça n'existe pas. Mais la notion de consentement libre et éclairé, Ouais. on le rencontre à différentes étapes. On le voit à l'intérieur du Code civil, on le voit dans consentement libre et éclairé en matière contractuelle, en matière de soins. Et donc, on arrive, dans certaines circonstances, à le définir, puis à établir si un individu a, dans une situation XY, je comprends qu'en matière d'aide médicale à mourir, qu'en matière de soins palliatifs, ultimement, la finalité est tout autre. C'est clair. Mais par contre, la notion de consentement libre et éclairé, elle a quand même été définie au fil des ans par notre jurisprudence. Donc, qu'est-ce qui ferait que le consentement libre et éclairé serait différent dans le cas? J'essaie de comprendre et de voir, est-ce qu'on a différents types de consentement libre et éclairé selon ce que vous nous dites? Maître Tallarico. Il y a différents types de consentement dans différentes situations juridiques. Il y a des consentements qui relèvent de la juridiction du gouvernement du Québec, puis d'autres qui relèvent du Parlement fédéral. Mais le consentement libre et éclairé, vous savez, c'est une notion qu'on a tous discuté dans nos carrières, dans nos vies. Tout le monde sait ce que c'est un consentement libre. C'est libre de toute pression, de coercition, etc. Éclairé, on a été informé adéquatement, mais il n'y a pas de processus de vérification de l'enquête que doit faire le médecin qui, s'il est satisfait de son enquête, à l'effet que le patient se qualifie, doit administrer le traitement lui-même. Il n'y a pas de processus de vérification qui est prévu. Le danger ici, c'est qu'on arrive à un dérapage, une perte de contrôle de la situation. Encore une fois, je répète que si l'objectif, c'est de faire en sorte que les cas absolument extrêmes seulement puissent bénéficier de ce genre de traitement, c'est une chose. Mais regardez ce qui se passe dans d'autres pays du monde où l'euthanasie est pratiquée. Regardez le cas de Janet Hall de l'Oregon qui a demandé à mourir clairement de façon non équivoque à son médecin à 3 reprises différentes, qui a refusé à chaque fois et qui, 13 ans plus tard aujourd'hui, vit encore et remercie son médecin d'avoir refusé de le faire. Parce que la personne peut facilement
en plus de tout le reste, manipuler son médecin pour lui faire croire parce qu'elle est en désespoir. On ne sait pas, il y a trop d'aléas. Et c'est un consentement libre et éclairé qui doit être d'une qualité énormément supérieure au consentement libre que vous manifestez quand vous louez un véhicule ou prenez un vol d'avion. Madame la députée de Gatineau. Mais nous avons eu cet après-midi la Chambre des notaires qui suggérait un encadrement par eux à titre d'officier de justice. Et puis, puisque les notaires, lorsqu'ils sont appelés à intervenir dans différents actes, qu'il s'agisse d'un testament, d'un mandat, d'une vente, et ils doivent constater la nature même du consentement. S'il s'agit d'un consentement libre et éclairé. Donc, une des propositions qui est faite par la Chambre des notaires, c'est d'être finalement l'officier de justice qui pourra venir constater le consentement libre et éclairé de l'individu, du patient. Est-ce que ce type de processus-là pourrait être acceptable? Oui, docteur Rico. Merci. La réponse, c'est qu'on ne saura pas si ça sera acceptable tant qu'on ne l'aura pas essayé. Moi, je vous dis ceci. Le projet de loi tel quel ne définit pas de façon claire et éclairée la notion du consentement libre et éclairé. C'est pas clair. Il devrait à tout le moins le définir d'une façon claire pour qu'il n'y ait pas de normes imprécises ou de subjectivité possible. Pour y arriver, il va falloir que la loi soit plus transparente qu'elle ne l'est à l'heure actuelle et on mettra tous les mécanismes de vérification, que ce soit par un notaire ou un autre officier de justice. Je vous dis qu'il y a un danger énorme quand la personne qui donne son consentement est une personne qui peut être en proie au désespoir, à la souffrance, à toutes sortes de choses. Je ne vois pas comment on s'en sort, pour vous répondre franchement. Dr. Saba. Oui, souvent on travaille, parce que, comme Maître Yvon a dit, souvent on demande le consentement pour un traitement, un consentement commencer et arrêter un traitement. On sait toujours, il y a un peu de loose. On a un peu une marge de manœuvre. Le patient décide d'arrêter aujourd'hui, il peut recommencer une semaine, 2 semaines. Mais dès qu'on décide de l'euthanasie, c'est final. On n'a pas une deuxième chance. On n'a pas la peine à mort. Pourquoi? Parce qu'on ne veut jamais, jamais prendre la vie d'un innocent. Et il y a des patients qui seront innocents, qui sont troublés, qui sont en désespoir, qui n'ont pas reçu des traitements adéquats. Le système a des failles, il faut admettre ça. Que les soins palliatifs, malgré les investissements, il nous manque beaucoup pour les soins palliatifs. Des patients qui attendent 2-3 ans pour une colonoscopie puis atteignent un cancer terminal, intestinal, métastatique, parce que dans notre hôpital, par exemple, on n'est pas capable de, et beaucoup à travers la province, on ne peut pas avoir des dépistages de cancer quand les gens attendent pour voir un médecin de famille. Il y a beaucoup de failles qui mettent en sorte qu'un système qui nous voulons tous améliorer, qu'on veut tous avoir le meilleur système de santé du monde, on n'a pas besoin de meilleur système de euthanasie. Je préfère qu'on mette nos énergies pour améliorer des soins. Soins de base, soins palliatifs, et pas dépenser l'argent et nos efforts pour avoir le meilleur système de euthanasie mondialement. On sait déjà des expériences ailleurs. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et les risques sont vrais, ils sont réels. Il ne faut pas passer par là. Le consentement libre et éclairé pour un patient pour dire on va mettre fin à vos jours, ça n'existe pas. Ça va jamais exister. Il y a trop de risques. Il ne faut pas aller là. Ceci met fin au premier bloc de l'opposition officielle. Maintenant, pour le gouvernement, Madame la ministre. Oui, alors merci. On sent toute votre passion
Et on sent que ça vient vous chercher très profondément, puis je respecte ça. Je veux que vous sachiez que je suis bien consciente que tout le monde n'a pas la même vision par rapport à ce qui est proposé dans le projet de loi. Tout le monde n'a pas non plus les mêmes valeurs par rapport à ce qui est discuté dans le projet de loi. Mais je pense que l'idée là-dedans, c'est d'essayer d'arriver à un projet de loi qui est équilibré et qui essaie de donner le plus de réponses possibles, les meilleures réponses possibles pour les personnes aussi qui souffrent en fin de vie. Moi, je trouverais ça extraordinaire qu'il n'y ait personne qui ait ni douleur ni souffrance en fin de vie, mais je pense que ce serait un peu une utopie, parce que je pense que toute science a des limites. Et puis, c'est sûr qu'on peut avoir peur, mais moi, je pense que la peur, c'est jamais un bon guide. Je pense que la prudence, c'est un bon guide. Et c'est ça qui m'a guidée dans l'élaboration du projet de loi. Puis je dois vous dire que ce matin, la protectrice du citoyen est venue. Puis quand on présente un projet de loi, c'est la première fois, mais j'étais souvent dans l'opposition, la protectrice du citoyen, quand elle vient, on est toujours un peu... on se dit qu'est-ce qu'elle va dire, elle a une grande autorité, elle a toute une équipe, des juristes, des gens de tous les secteurs. Puis elle est venue dire précisément qu'elle avait regardé sous l'angle de 3 choses. Le droit à la vie, le respect de l'autonomie de la personne et la protection des personnes vulnérables. Et elle estimait qu'on était arrivé à l'équilibre. Elle estimait aussi que toutes les dispositions du projet de loi démontraient un souci pour la protection des personnes vulnérables, et ce, après avoir regardé en plus ce qui se faisait dans les autres pays comme Belgique, Pays-Bas. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour ce qui est des expériences étrangères, vous savez, ça fait bientôt 4 ans que je suis dans ce sujet-là, donc j'ai lu les études. La commission s'est déplacée en Belgique, aux Pays-Bas, en France aussi, parce qu'il y a une réflexion là-bas. Et bien sincèrement, je pense que moi, j'ai été très rassurée. Très rassurée surtout parce que je me dis que dans une société démocratique, s'il y avait de telles dérives, de tels dérapages, c'est quand même la Belgique, les Pays-Bas. Comment ça se fait que les gens qui étaient opposés à ça, il y avait des gens comme vous là, qui étaient contre en Belgique. Même sur les commissions de contrôle, il y a un équilibre entre les gens qui étaient contre et les gens qui étaient pour. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un tel débat pour revenir en arrière? Comment ça se fait que ça ne fait pas la une des journaux? Et d'ailleurs, des fois, ça le fait, je pense avec raison, quand on pense au cas des jumeaux, parce que ça ne rentrait pas. Donc, je me dis, comment ça se fait que ces sociétés-là, démocratiques, avancées, ne reviennent pas en arrière, malgré l'opposition qu'ils ont pu connaître là-bas? Et même les sondages montrent une approbation des mesures qui va en augmentant. Donc ça, pour moi, c'est un peu une énigme. Puis en terminant, je vais vous entendre, notre projet de loi, là, il n'est pas comme ce qui se fait aux Pays-Bas et en Belgique, en plus. Parce qu'ici, il y a une balise fondamentale, en plus de toutes les balises, c'est la fin de la vie. Aux Pays-Bas, vous n'avez pas ça. Une personne qui a une condition, je dirais, à la suite d'un accident, peut requérir. En Belgique, il y a deux chemins. Il y a, si vous êtes en fin de vie, ce qui se compte là-bas, c'est-à-dire si c'est prévu à brève échéance le décès, ou pas à brève échéance. Donc, c'est pas le même cadre. Fait que ça, je pense que la balise de la fin de vie, je pense qu'elle est fondamentale aussi. Oui. Moi, je ne suis pas rassuré par les études qu'on voit en Belgique, aux Pays-Bas. Il y a des groupes, si vous regardez sur les sites web, férocement opposés à l'euthanasie dans ces pays. Je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui s'est passé. Ils ont commencé avec des contraintes assez sévères et avec des années, ils ont élargi. Même aux Pays-Bas, avec le protocole Groningen, les nouveaux-nés peuvent être euthanasiés. Je pense que nous, comme société, nous devons mettre la valeur sur la valeur intrinsèque de chaque humain. Nous sommes capables de soulager la souffrance. Nous sommes capables, même avec la sédation palliative, vous avez déjà parlé avec des experts en soins palliatifs. On ne doit jamais mettre la chance en erreur, et c'est clair dans les études, les pourcentages des erreurs des gens qui
qui sont euthanasiés à mort, qui ne devaient pas être utilisés selon nos critères que nous allons mis en place, ils vont être euthanasiés. Ça peut être un de nos parents, un prochain, quelqu'un qu'on connaît. C'est pourquoi on regarde les expériences en Belgique. On regarde en Belgique parce qu'ils ont 10 ans d'expérience. Et je pense que c'est ça. Et moi, j'aimerais parler sur les effets. On n'a pas eu la chance de Mme D'Amico, si elle peut parler de l'effet de la loi sur les gens victimes des handicapés. D'abord, Madame D'Amico. merci de nous recevoir. Moi, je m'appelle Lisa D'Amico. Je suis handicapée de naissance suite à de l'acharnement thérapeutique. J'ai survécu à une unité néonatologique. Et aujourd'hui, je fais du bénévolat au Fonds d'aide aux victimes d'erreurs médicales. Et nous, quand on regarde ça, on se pose la question, à savoir que déjà, les gens qui m'appellent au bureau disent « Je suis la mandataire de mon mari, je suis la mandataire de mon fils ou de ma fille. » Et le médecin veut que je réduise le niveau de soins, niveau optimal de soins à 0, c'est-à-dire soins de confort, et on n'est pas d'accord, et le patient n'est pas d'accord non plus, mais on nous harcèle pour diminuer le niveau de soins, et on n'est pas rendu là, nous. On pense que la vie vaut encore la peine, et on veut encore vivre, et comment on se défend contre ces médecins-là qui jouent à Dieu et qui veulent précipiter le décès. Et actuellement, le seul recours contre ces gens-là, c'est les tribunaux. Et le plus souvent, ce que j'observe, ce sont des établissements, des C3S, qui vont introduire un recours judiciaire contre mes clients pour dire au juge et au tribunal, bien, écoutez, nous, on sait ce qui est bon pour le patient, on voudrait une ordonnance de soins forcés. Et là, il se trouve que la mandataire n'a plus rien à dire ou le mandataire n'a plus rien à dire. C'est le médecin qui décide des soins de fin de vie alors que la famille n'est pas rendue là. Mais étant donné que le juge s'est fait dire par un médecin omnipotent, omniscient, voici que moi je sais ce qui est bon pour mon patient, nonobstant ce que dit la famille et le mandataire. Et tout ça, ça se décide très, très vite et ça se décide souvent en pratique pour ceux qui sont avocats, donc ça se décide pas au fond. Donc, les ordonnances sont accordées la plupart du temps. Et ça, c'est si tu es chanceux, tu vas avoir un avocat, sinon tu n'es pas représenté, c'est encore pire. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que l'euthanasie passive, même si on ne la nomme pas, ça existe déjà. Ça existe. Ça, c'est la première chose. Je vais respirer. C'est un peu stressant ici parce que je me sens concernée personnellement, puis en même temps, j'ai tellement de gens qui comptent sur nous, puis qui comptent sur la vie, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, moi, je souffre énormément, j'ai beaucoup de douleurs. Par contre, je suis pas prête à mourir, mais ici, tout ce qu'on m'a, c'est des pilules et encore des pilules. Le Québec n'offre pas, contrairement à l'Europe, de méthodes alternatives de contrôle de la douleur. Donc, à moins de vouloir collaborer avec ton médecin et de vouloir prendre beaucoup de pilules, de médication, mais il n'y a rien pour soulager la douleur. Mais moi, j'ai juste 47 ans. Donc, dans quelques années, qu'est-ce que je vais choisir? L'euthanasie ou la vie? Est-ce que je vais avoir un vrai choix? Et quand je dis moi, vous comprendrez que j'ai beaucoup de pères PAIRS, là. Je dis « je » parce que c'est plus facile quand je témoigne, mais c'est vrai pour tous mes clients. On n'a pas de choix. Et quand vous dites l'autonomie, ben, faudrait que d'abord le Québec se pose la question, qu'est-ce qu'on donne aux personnes vulnérables comme qualité de vie? Parce que quand on se bat 10, 15 ans contre un gros système, puis que, quelque part, on est apte et doué de raison au sens juridique, mais que chaque fois qu'on veut pallier à notre handicap, c'est une tierce partie qui décide. Par exemple, une ergothérapeute, une physiothérapeute pour des aides techniques. Bien là, on se dit, pourtant, c'est en vente libre, mais quand l'État paye, l'État décide. Donc, mes clients puis moi, on est majeurs, vaccinés, mais on décide de rien, là. On n'a pas le choix. On suit ce que le système veut bien nous donner quand il veut bien nous le donner. Donc, s'il vous plaît. Donc, moi, je vous dis
que, compte tenu des services qui sont offerts, compte tenu de la qualité de vie qu'on a et de l'extrême pauvreté souvent dans laquelle on vit, si jamais le médecin nous suggère ou nous impose l'euthanasie, on n'a aucun moyen juridique de se défendre parce qu'on ne peut pas se payer un avocat, c'est pas couvert par l'aide juridique. Donc, si on veut un jour m'euthanasier, moi je n'ai aucune voie de recours, aucune voie de droit, je n'ai pas de voie tout court, là. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que mes clients se disent, on ne peut même pas quitter le Québec parce qu'on est des fardeaux excessifs au terme de l'immigration. On ne peut pas dire, je ne partage pas les valeurs sociales et sociétales de mon Québec, donc je vais immigrer en France. La France, ça ne veut pas de nous parce qu'on est des fardeaux excessifs. Donc, notre pays, notre province, c'est notre prison, et notre prison nous offre l'euthanasie. Moi, je vous dis, donnez-nous une qualité de vie, donnez-nous des vrais choix, puis on ne veut pas mourir, on veut juste arrêter de souffrir et arrêter d'être des personnes inaptes au sens social. On veut prendre nos propres décisions, on veut faire nos propres choix, et l'euthanasie, c'est pas un choix, c'est quelque chose qui est imposé par une société bureaucratique parce que la santé, ça coûte trop cher. En conclusion, s'il vous plaît. Mais investissez pas dans le béton, investissez dans les humains. Merci. Madame le député de Gatineau. Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux vous remercier pour vos témoignages. Je pense que c'est très important qu'on les entende. Et puis, je l'ai dit il y a quelques minutes, cet après-midi, c'est important qu'on entende tous les points de vue. C'est important que vous veniez nous dire comment vous sentez ça. C'est quoi vos expériences personnelles? Les expériences personnelles varient d'une personne à l'autre et d'un groupe à l'autre. Le premier élément que je voudrais dire, c'est par rapport aux soins palliatifs. J'écoute tout ce que vous me dites. Moi, j'ai été ministre de la Santé. Je suis médecin. J'ai pratiqué maintenant plus de 30 ans. Il y a des soins palliatifs au Québec. Il en reste encore à développer. On le reconnaît. Mais il y en a beaucoup qui reçoivent des excellents soins palliatifs. On ne peut pas nier ça parce que je pense que moi, j'en ai suivi des patients, puis je suis allé en visiter des endroits, puis il y a un plan de développement au Québec. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la ministre, là. Aussi au Québec, on a fait des gros avancements au cours des 10 dernières années. La difficulté dans ce dossier-là, l'idée que vous défendez, on sert d'argument, mais au moins, il faut partir au moins avec la même base. Tout le monde veut des meilleurs soins palliatifs et on veut améliorer ça. Et le fait de discuter de ce projet de loi, qu'on y aille ou pas projet de loi, on va développer des bons soins palliatifs au Québec. Puis j'ai visité, vous avez visité, Dr Sabah, je suis certain, des maisons de soins palliatifs de très haut niveau. Ici, on a Michel Sarrazin, mais je pourrais vous en nommer des dizaines au Québec. Ses familles étaient soignées à l'hôpital Saint-Joseph. L'autre élément, c'est qu'on a des très bons soins palliatifs également à domicile, mais il faut le développer encore plus par le domicile. Puis dans nos établissements de santé, on a des excellents soins palliatifs. Et pour tous les avoir visités, là, c'est la philosophie des soins palliatifs qui est importante, qui doit être la même partout. Ça, il faut qu'on se dise ça. OK, bon. On a au moins un point d'accord. Deuxièmement, sans prendre position, on est quand même dans une société pluraliste. Puis des beaux témoignages que vous venez de faire, on en a qui viennent nous en faire, mais pour le contraire. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir le choix. Et c'est là qu'on a des valeurs, chacun d'entre nous. Et je comprends que les gens ont peur à des dérives, mais je peux vous dire, comme opposition, puis la ministre, elle va probablement jouer dans notre équipe sur cette patinoire-là, on veut un projet de loi qui veut éviter les dérives, on veut le faire avec prudence, on veut protéger nos vulnérables. Et quand vous disiez tantôt, on va m'imposer, on ne veut plus ça. Comme on ne veut plus d'ailleurs qu'un médecin fasse de l'acharnement thérapeutique contre la volonté de la personne. Ça, on est tous d'accord avec ça. Un des éléments, là, qui disait pourquoi il y en a qui veulent les soins palliatifs, parce qu'ils ne veulent pas avoir de l'acharnement thérapeutique, il faut dire aux Québécois, s'ils ne voulaient pas recevoir le traitement, vous voulez un arrêt de traitement, on est rendu à un stade que vous dites, votre choix, c'est de ne pas avoir de traitement, nous sommes tous d'accord avec ça. Ou on va avoir de la divergence, et ça va être notre rôle de législateur de faire cet arbitrage-là, c'est de savoir, est-ce que le projet de loi va passer, et pas juste s'il va passer, quand il va passer. Est-ce qu'on est capable de se donner les balises pour corriger les failles que vous dites? Passant le consentement libre et éclairé,
Si on est trop exigeant, là, on ne peut plus rien faire dans la société. Il y a une prudence aussi à avoir de ce côté-là, mais on peut peut-être resserrer. Et c'est ça l'objectif, je pense, du projet de loi. Ça va définir avec une discussion. Et c'est important que vous veniez nous dire c'est quoi vos objections, c'est quoi vos questionnements, c'est quoi les failles. Moi, j'ai été déçu, là, puis j'ai trouvé qu'il y a des gens qui ont fait des belles présentations, mais quand il y a un groupe vient nous dire que c'est parfait puis on doit le passer comme ça, je me lève et me dis il y a un problème à quelque part. Quand un groupe me dit, par contre, on ne devrait jamais faire ça, on a assez de cas dans notre société pour dire qu'il y a peut-être 300 personnes qui vont en bénéficier, mais de se donner des barrières trop restrictives et d'empêcher ces 300 personnes-là d'avoir les soins nécessaires, je ne suis pas sûr que comme médecin, je trouve ça humain. Puis, vous avez fait des beaux témoignages. Ce dossier-là est d'abord un dossier humain. Ce n'est pas un dossier de béton. En passant, ce n'est même pas un dossier d'argent, là. Les meilleurs soins palliatifs vont nous aider à faire des économies, mais quand on prend ces décisions-là, c'est jamais des questions d'argent. C'est des questions, c'est quoi qui est bon pour la personne? La question que moi, je vais vous poser, si on se donne assez de balises, on fait de la surveillance, puis je ne vous dis pas d'être pour, hein, je pense qu'en passant, on a accepté un principe. Moi, je ne m'attends pas que ce projet-là va passer à l'unanimité, puis je tiens à le dire aux députés, si ça passe à l'unanimité, là, vous allez me décevoir. Parce que s'il y a des gens, dans leur conscience, ils pensent qu'ils doivent voter contre ça, quelle que soit la raison, il faut qu'ils votent contre ça. C'est leur choix à eux autres. Ça, il faut respecter ça. Mais advenant le cas qu'on réussissait à trouver quelque chose, à concocter quelque chose qui pourrait être assez protecteur, avec des possibilités de révision, et la possibilité de révision, c'est pas nécessairement d'élargir, on pourrait restreindre aussi par la suite. Je pense que le fait d'offrir le choix à certaines personnes dans certaines occasions, je pense que ça pourrait être un bon choix de société. Et je comprends qu'on parle des Pays-Bas ou de la Belgique, mais on a vu leurs expériences. Il y a des bons coups, il y a des mauvais coups. Ce qu'on veut au Québec, par la prudence, c'est être capable de restreindre assez ou d'ouvrir assez pour faire le bon choix puis se réajuster par la suite. Parce qu'à la limite, vous pourriez accepter que si l'Assemblée nationale passe ce projet de loi, qu'on puisse collaborer par la suite pour avoir un genre de bonification au cours des années d'un côté ou de l'autre. Dr. Bolduc, j'ai beaucoup de respect pour vous comme médecin et aussi comme le travail que vous avez fait dans le passé pour améliorer notre société médicale. Mais le choix de l'euthanasie, c'est le pire de choix qu'on peut choisir comme société. Si des gens qui sont des grands souffrants, si on a une catégorie des gens qui ont besoin de plus d'aide, il faut les donner les aides. C'est trouver des équipes qui sont capables. Il y a beaucoup les soins palliatifs ont beaucoup avancé. Il faut jamais donner la chance à des erreurs dans la médecine. On sait ça. Que s'il y a des chances des erreurs, on essaie de les éviter. Avec toute la recherche mondiale, internationale, il y a des dérives. Ils vont avoir des dérives. Ils vont avoir des dérapages. On ne peut pas mettre un système de contrôle, comme dans la peine à mort. C'est pourquoi on a dit non à la peine à mort, parce qu'on ne peut pas être 100% qu'un innocent, sa vie n'était pas enlevée. Et en la médecine, on est là pour soigner, jamais pour euthanasier, dans n'importe quelle instance. Et on ne doit jamais passer. Vous m'avez parlé ici, à l'Assemblée nationale, ils décident de passer ça. Ils vont avoir des batailles juridiques, je vous assure. Parce qu'il y a une chose qui est non éthique, selon le plan médical, et on est appuyé par l'Association médicale mondiale, et qui n'est pas éthique, et même immoral, je dis, parce que de prendre la vie intentionnellement d'une personne, sans donner tous les soins nécessaires pour éviter sa souffrance, ça devient immoral. Et ça, je parle de la vie, d'une valeur intrinsique de chaque humain qui est universelle, qui est humaniste. Et nous devons, comme société, mettre toujours tout sur le côté de la vie et quand les gens souffrent, de faire tout pour les soulager. Et je sais que vous êtes beaucoup impliqués dans les soins palliatifs et je suis d'accord avec le ministre pour les soins palliatifs, mais l'autre partie, ce n'est pas acceptable dans de notre société, une société de justice sociale, une société que moi je suis né, mon père était né ici, et on a bénéficié beaucoup de cette société. Et je veux jamais à un autrui qui va être maltraité. Et pour moi, le pire maltraitant, c'est l'euthanasie. Le deuxième groupe d'opposition, Madame députée Groux. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présence avec nous aujourd'hui. J'aimerais m'adresser à Madame D'Amico.
Votre intervention était très touchante tout à l'heure, puis je vous ai entendu dire à un certain moment, je voudrais aller en France, mais je peux pas y aller. J'aimerais que vous entendre pourquoi vous choisiriez la France, puis qu'est-ce qu'on n'offre pas au Québec que la France offre. Le Québec, par définition, c'est une province très paternaliste, très... je vais vous donner un exemple concret. Quand on veut pallier un handicap avec des aides techniques, qu'est-ce que c'est des aides techniques? C'est une marchette, un fauteuil roulant, des béquilles. Quand on veut pallier un handicap avec ce type d'aide, on doit en référer toujours à une tierce personne, une écothérapeute, un neurologue, un pédiatre. Tous ces gens-là doivent donner leur accord pour que la RAMQ assume la facture. C'est ce que je disais tantôt. Quand l'État paye, l'État décide, et l'État a décidé qu'une tierce personne, un professionnel, était toujours mieux placé que moi, qui est par ailleurs apte et doué de raison. C'est toujours une tierce personne qui décide à ma place de ce qui va convenir à mon autonomie. Ce qui fait que cette marchette-là, qui est en vente libre chez Jean Coutu, pour ne pas le nommer, pour donner un exemple, elle coûte 150 $. Mais quand la RAMQ paye, il y a tellement de personnes qui interviennent que cette marchette-là coûte 1 500 $, même un peu plus. Donc, si on considère que je suis handicapée depuis la naissance, et que mon handicap n'est pas contesté, je trouve que c'est beaucoup de bureaucratie, ça alourdit la facture sociale qu'on paye tous avec nos impôts. Et moi, j'ai beau ne pas être d'accord avec ce paternaliste-là, parce que mon handicap, en ce moment, il appartient à l'État comme celui de tous mes pères, PA, IRS. Donc, nous, si on n'est pas d'accord avec ça, on ne peut pas dire, bon, je ne partage pas les visions sociales de l'État ou la politique de l'État qui est très paternaliste, qui nous met sous une curatelle déguisée finalement. Parce qu'on n'est pas en mesure de faire des choix personnels quand il s'agit de notre vie. Parce que l'État paye, l'État décide. Donc, moi, je ne peux pas dire, je vais aller en France ou je vais aller aux États-Unis, parce qu'il offre des meilleurs services et plus de liberté de choix. Parce que malheureusement, à peu près tous les pays démocratiques de la planète ont une politique d'immigration de fardeau excessif. Donc, les gens comme moi n'ont pas le droit d'émigrer à l'étranger sous prétexte que notre handicap, notre maladie coûte plus cher que la vie d'un citoyen français ou américain standard, pas malade, pas handicapé. Mais moi, j'ai pas choisi d'être handicapée. Je suis victime de l'acharnement thérapeutique. J'ai pas délibérément attenté à ma vie pour créer un handicap que maintenant toute la société assume. Puis même si j'avais fait ça, est-ce que ça serait pas le résultat d'une détresse qui aurait pas été soignée au préalable? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si demain vous votez cette loi-là, et que moi je redoute d'aller voir le docteur Sabat, parce que ma première réflexion, ça va être combien cet homme-là a tué de personnes, et est-ce que cet homme-là va croire que moi je mérite les meilleurs soins, ou est-ce qu'il va faire comme beaucoup de médecins de mes clients, qui vont décider, Madame D'Amico, elle parle trop, Madame D'Amico n'a pas une qualité de vie, Madame D'Amico trop ci, trop ça, trop cher. On va diminuer la qualité des soins, le niveau de soins, puis dans 6 mois, dans 6 semaines ou dans 6 jours, elle va être morte. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le bureau d'un médecin en me posant la question, ce médecin-là a tué combien de monde? Ce médecin-là, je ne veux pas lui demander, est-ce que tu crois que je mérite de vivre, moi? Déjà que il faut que je me batte avec mon médecin pour lui faire comprendre qu'il existe des méthodes alternatives pour contrôler la douleur. C'est pas nécessaire de prendre autant de pilules. Mais au Québec, on finance juste les pilules. Fait qu'on fait vivre les pharmaceutiques, mais nous, on n'a pas le choix. C'est juste les pilules. Donc, je peux pas partir d'ici. C'est pas un choix que je fais de rester ici. Mon pays, ma province, c'est ma prison. Parce que la loi étrangère, puis nous-mêmes, on a une loi de l'immigration qui interdit l'immigration des personnes handicapées. Merci. Sauf pour certains statuts. Dr. Saba, Maître Talarico, Madame D'Amico,
Madame Baudet, merci pour votre présentation. Merci d'être ici ce soir avec nous et partager votre expertise avec nous. J'invite les gens du Rassemblement québécois contre les États-Unis de prendre leur place à la table et je suspends pour quelques instants seulement.